Allez, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions du jour en recevant Madame Bouillon et Madame Isabelle Steyer, Maître Bouillon et Maître Isabelle Steyer, avocate au barreau de Nantes. Et Madame Steyer, vous êtes à Paris, donc au barreau de Paris. Et Madame Violaine de Philippi-Sabad, avocate au bureau de Paris. Vous êtes toutes les trois engagées. Ça va pas ? Au barreau, j'ai dit au bureau ? Non, mais je suis perturbée, pardon, alors je recommence. Donc nous poursuivons les auditions aujourd'hui en recevant Madame Bouillon, Madame Isabelle Steyer, Madame Violaine de Philippis-Abad, toutes trois avocates. Voilà, ça va être plus simple. Et spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Avant de continuer le propos liminaire, je voudrais dire que nous sommes là actuellement en plein vote de la motion de censure. Donc il est possible que nous soyons dans l'obligation d'interrompre la séance pour aller voter la motion de censure, puisqu'il y a au moins 3 députés présents qui vont la voter, de sorte qu'on reviendra ensuite. Alors, je vous remercie vivement d'avoir pu libérer vos agendas que je sais extrêmement contraints pour témoigner devant notre commission d'enquête. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Aussi, votre engagement tant professionnel que personnel nous a conduit à vous solliciter afin que vous puissiez partager avec le rapporteur Erwan Balanant et les membres de la commission votre analyse de la situation actuelle. Quels sont les mécanismes à l'œuvre dans la culture qui conduisent à ces violences ? Ce milieu revêt-il des spécificités qui accentuent les violences et l'omerta ? Surtout, que pourrait-on améliorer dans la procédure judiciaire pour favoriser la libération de la parole ? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, lever la main droite, dire « je le jure » et éteindre votre micro. Merci. Je le jure. Je le jure. Merci. Je vous propose de prendre la parole pour un propos liminaire. Je vais peut-être commencer. Allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup de cette invitation à venir témoigner devant vous. Et merci de cette initiative qui s'inscrit, je crois, dans un mouvement profond qui, au-delà du milieu du cinéma et des médias, agite notre société tout entière. Et c'est de cela dont nous pourrons témoigner. Peut-être très rapidement vous préciser à titre liminaire d'où je parle, selon l'expression consacrée. Depuis plus de 24 ans, aujourd'hui, je suis avocate. Et cette fonction me définit totalement au-delà du simple métier que recouvre ce terme. C'est même ma qualité première, je crois, avocate. Je suis avocate à tout instant, je suis avocate partout, tout le temps, par tous les temps. Et cela définit mon rapport au monde et ma compréhension de celui-ci. Avocate pénaliste, il est utile de préciser que je pratique une défense engagée, centrée sur la défense des victimes et que j'ai fait le choix, il y a longtemps déjà, de ne plus défendre des mises en cause et des auteurs de violences sexistes et sexuelles. C'est un choix coûteux, critiquable peut-être. En tout cas, c'est un choix qui me donne une liberté de parole que j'apprécie chaque jour. Je n'ai, en dépit de cette décision, rien cédé, je crois, aux principes fondamentaux qui sont les nôtres et je reste foncièrement et profondément attachée aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et aux règles du procès équitable. Ceci étant dit, je suis avocate et activiste et je travaille depuis plus de 10 ans pour la Fédération nationale de solidarité femmes au sein de la commission juridique. Ce n'est pas à ce titre que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Et puis, accessoirement, lorsque j'ai un peu de temps, je donne des conférences et j'écris des bouquins. Et c'est le fruit de ce travail-là que je me propose de présenter très rapidement devant vous. En préparant mon intervention, je me suis demandé, pour faire écho à ce que vous disiez, Madame la Présidente, si les femmes évoluant dans ce milieu du cinéma, de l'audiovisuel, de la mode et de la publicité étaient particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles. Alors, je crois qu'en l'absence d'enquête de victimation, il est difficile de le dire avec certitude. Il est néanmoins possible d'en faire l'hypothèse, tant tous les mécanismes de domination que nous connaissons, que sont l'emprise,
le chantage, l'omerta, la verticalité des hiérarchies, sans compter le prétexte fallacieux de la création artistique au nom de laquelle tout serait toujours permis, y trouve un terrain d'expression particulièrement favorable. Je me souviens d'une jeune photographe et plasticienne nantaise à laquelle un galeriste célèbre promettait monts et merveilles après un passage obligé par l'arrière de sa boutique. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, écrivait Montesquieu, je ne vous l'apprends pas. Peut-être est-ce encore plus vrai si le dit homme est artiste, réalisateur ou comédien élevé au rang de monstre sacré du cinéma français. Néanmoins, je vous le dis, je rencontre l'abus partout là où il a l'occasion de s'exercer, en matière politique, évidemment, dans les entreprises, dans les syndicats, mais aussi et surtout dans la famille et dans le couple. Mon apport à votre commission est peut-être de vous parler de la défense des femmes en général, de toutes les femmes, et ce faisant d'élargir la focale et de dézoomer pour chercher du commun dans la compréhension des violences sexistes et sexuelles. Très rapidement, parce que je sais que notre temps est compté, 4 points. Premier point, il nous faut d'abord accepter, et je vous entendais encore à l'instant, accepter l'idée que ça existe. La violence faite aux femmes et aux enfants existe. Et cette violence est non seulement massive, mais cette violence structure profondément qui nous sommes. Et je crois qu'il nous faut désormais regarder cette réalité bien en face. C'est le défi que nous a lancé Gisèle Pellicot du Parvis du Palais de Justice d'Avignon. Et je crois que nous devons le relever. Notre société est violente et la violence est d'abord produite par les hommes. Poser ce constat, c'est aussi poser la question de notre choix de société. Si nous ne faisons rien pour en changer, alors osons poser la question: à qui profite le crime ? À qui profitent les violences ? À qui profitent les viols ? À qui profitent les meurtres de femmes et la menace continue du passage à l'acte ? Si ce premier constat relève de l'évidence pour les membres de votre commission, je n'en doute pas. Je note notre capacité collective et je dois vous dire que ça a pu être mon cas également, à certains moments de ma carrière, à les minimiser et à les banaliser, ces violences. Pourquoi ? Et c'est la deuxième idée, parce que le déni est nécessaire et indispensable comme garant de la perpétuation du système. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Je fais le constat que notre société produit de la violence et que celle-ci est inhérente à notre organisation sociale, mais je fais aussi le constat que cette violence ou la menace de sa survenance est une condition de la perpétuation de notre système. Sans violence ou menace de violence, tout s'effondre. Grâce à cela, et c'est une deuxième idée que je souhaiterais développer brièvement devant vous, j'observe, moi, dans les prétoires, auprès des hommes que je côtoie tous les jours, dans les juridictions, une profonde conviction, j'allais dire une profonde croyance chez ceux qui mobilisent cette violence de leur légitimité au passage à l'acte violent. Un père jugé avant-hier à Nantes, je défendais son épouse, disait, il était poursuivi pour des violences intrafamiliales, il disait, mais tout de même, pour élever des enfants, il faut les mater, ce qu'il a fait. Si tous les hommes ne sont pas violents, tous ceux qui le sont ont en commun la conviction de la légitimité, de leur légitimité à ne pas s'empêcher. Et peut-être cela est-il encore plus vrai des hommes qui occupent une position sociale dominante parce que leur appartenance à la catégorie sociale homme, en rapport avec la catégorie sociale femme, nécessairement perçue comme inférieure, les autorise à ne pas s'empêcher. Et à ce moment-là, il nous suffit de décliner, ne pas s'empêcher d'abuser, ne pas s'empêcher de violenter, ne pas s'empêcher de violer, ne pas s'empêcher de tuer le cas échéant. Tous semblent persuadés au moment du passage à l'acte du bien fondé de leur action, autorisés, en ce qui vous concerne, par leur statut d'artiste, de créateur, mais aussi, je le vois, de patron, de supérieur hiérarchique, de mari, de concubin, d'ex-concubin. Elle m'avait trahi, il fallait qu'elle paye, disait un accusé devant une cour d'assises dont je défendais la victime de viol parce qu'il pensait qu'elle l'avait trompé. C'est donc l'idée même de construction sociale hiérarchisée qui porte en elle les germes de la violence et son éradication, sans surprise, passe par la culture de l'égalité. Bien entendu, tous ces mises en cause, tous ces hommes tiennent à distance, Mazan nous l'a montré également, les figures d'altérité du monstre, du pervers, du violeur ou de l'homme violent auquel ils refusent d'être assimilés par principe, ce qui conduit
et c'est souvent paradoxal et assez amusant, je dois le dire, des hommes qui ont contraint leurs femmes à des rapports sexuels à reconnaître la contrainte, mais à ne jamais se reconnaître comme violeurs. Des hommes qui ont perpétré de la violence à reconnaître les coups, mais à ne jamais se définir comme des hommes violents. Face à cette parole de déni, je crois qu'il est essentiel, et vos travaux y contribuent, je le crois, de faire contrepoids en faisant émerger celle des femmes victimes cette parole-là, qui doit regagner en légitimité. Troisième point, mieux traiter la parole des victimes. C'est indispensable. Lutter contre la loi du silence, c'est indispensable. Parce que il est tellement difficile de dire que l'on s'appelle Judith Godrèche ou que l'on soit une parfaite inconnue. Dire est un saut dans le vide, c'est une prise de risque, c'est vertigineux. Et c'est une brèche dans l'omerta qui est attendue. Le journal Le Monde rappelait dans son édition du 28 décembre qu'une enquête de l'INSEE révèle que seulement 6% des victimes déposent plainte. En dépit des avancées, et il y en a, peut-être nous interrogerez-vous là-dessus, l'accueil par l'institution judiciaire et policière est toujours un frein énorme. Les portes pèsent toujours aussi lourd. Et moi, je pose toujours la question à mes clientes de la manière dont elles ont été reçues. Et je dois vous dire que je peux le deviner à la simple lecture des questions contenues dans le premier procès-verbal d'audition. Le pire, aujourd'hui, côtoie toujours le meilleur. Il nous faut, et Violaine en parlera sans doute, lutter contre les classements sans suite. Parce que le monde culturel est peut-être ici une exception et l'attention portée à la parole des victimes qui sont visibles, connues, mobilise autour d'elles. Et je pense à la situation d'Adèle Haenel où le parquet s'est auto-saisi des faits la concernant, alors même qu'elle avait indiqué ne pas souhaiter déposer plainte, là où la majeure partie, la règle, ça reste l'immensité des classements sans suite. 86% des plaintes déposées entre 2012 et 2021 ont été classées sans suite. Pour aller très vite, mieux accueillir et traiter la parole des victimes, ça veut dire pratiquer, en tout cas, c'est ce que nous faisons, le « je te crois ». Le « je te crois », et je crois qu'il faut le pratiquer sur le plan social, plus que le « je t'écoute », qui implique une posture surplombante, en tout cas qui n'est pas la même. Et je crois que cette parole du « je te crois » doit devenir performative. C'est-à-dire que dire à une femme victime « je te crois » et je n'ai aucune raison a priori de ne pas te croire, c'est déjà faire œuvre de réparation. Le deuxième point, c'est lutter contre les processus de victimation secondaire et réfléchir à la place de la partie civile dans le procès. Il y a un vrai travail de réflexion à mener à cet égard. Et là aussi, ce qu'a vécu et dénoncé Gisèle Pellicot, qui disait qu'elle comprenait que d'autres ne déposent pas plainte pour viol, doit nous amener à tirer des enseignements là-dessus. Et puis, je crois aussi qu'il faut sortir du sempiternel parole contre parole. Je ne demande jamais, en dépit de la place qui est la mienne, à ce que la parole de mes clientes vale preuve cardinale. Jamais. Je demande à ce que cette parole soit prise pour ce qu'elle est, a priori, sincère et authentique. Et je vous le dis, les femmes ne demandent pas à être crues sur parole, elles demandent à ne pas être traitées comme des menteuses. C'est singulièrement différent. Un premier axe de travail, rapidement, serait de poser le principe d'acte d'enquête obligatoire. Et il y a des parlementaires qui se saisissent de cette question. Et puis, il faudrait aussi travailler sur la question des procédures bâillons. On en mesure, et je mesure dans mes dossiers, les effets délétères de ces procédures bâillons et de la menace de ces procédures bâillons systématiquement. Dernier point que je souhaite aborder devant vous, c'est la question de la protection. C'est souvent un angle mort de nos réflexions. Nous pourrions aborder la question des auteurs, mais parce que ça aussi c'est un autre angle mort, mais la question de la protection est souvent un impensé, en tout cas pour l'institution judiciaire. Il y a eu des progrès en la matière, ils ne sont toujours pas suffisants, et je dois vous dire que je rencontre des femmes, et c'est vraiment singulier, des femmes qui vivent la peur au ventre. Je crois que vivre la peur au ventre, c'est une expérience à nul autre pareil. Il faut voir à quel point son champ vital est rétréci du soir au matin et du matin au soir par la peur. Moi, je plaide pour que les femmes n'aient plus peur. Ça veut dire qu'il faut mieux informer, nous en parlions dans le couloir tout à l'heure, mieux informer les plaignantes de ce qu'il advient de leur plainte, et il faut réformer l'ordonnance de protection judiciaire qui lie toujours, pour être obtenue, la vraisemblance des violences et l'existence d'un danger. Il faut faire sauter cette double condition cumulative. C'est un mur sur lequel nous nous crachons régulièrement lorsque nous venons demander protection aux juges, et il faut véritablement mener une réflexion là-dessus. Dernier point, je termine sur la question des féminicides, parce que je ne peux pas ne pas en parler devant vous. Je n'en peux plus, nous n'en pouvons plus
de compter nos mortes. Vous parlez de Camille, que j'assistais avant-hier devant un juge d'instruction qui a réchappé à une mort certaine à l'âge de 19 ans par son ex-petite amie de 19 ans qui a essayé de la balancer au-dessus d'un pont parce qu'elle l'avait quittée. Vous parlez de Samira, qui est morte 2 jours avant Noël et pour laquelle j'ai vraiment désespérément essayé de récupérer les jouets qui étaient dans la maison, qui étaient sous scellés pour que ces 3 enfants récupèrent leurs jouets. Ils allaient passer Noël sans leur mère. Je voulais récupérer leurs jouets. Je n'y suis pas parvenue. Vous parlez de toutes celles qui ne cessent de mourir, 4 depuis le début de cette année. Et je souhaite vraiment que vous, parlementaires, vous vous saisissiez de cette question et que vous investiguiez ce scandale absolu des féminicides en France. Je vous remercie. Merci, maître. Madame Violaine de Philippis Abat, il faudrait que vous éteigniez votre micro, Madame Bouillon. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre proposition d'intervenir aujourd'hui aux côtés de mes consoeurs. Effectivement, comme l'a rappelé ma consoeur Anne Bouillon, je crois que les violences dans l'audiovisuel, le cinéma, etc. sont, mais vous le savez, répondent au même système que toutes les autres violences faites aux femmes, avec effectivement cette particularité peut-être, et même sûrement, qu'on y retrouve des lieux de pouvoir, des lieux d'influence, et que donc il y a, on va dire, des catalyseurs du patriarcat, avec des hommes puissants, qui ont de l'argent et qui peuvent impressionner... qui peuvent faire peur encore plus peut-être qu'ailleurs, mais néanmoins, ça répond au même stigmate. Moi, je voulais aborder plusieurs points. Il y en aurait tellement en réalité, mais j'ai décidé aujourd'hui de me focaliser sur la prévention à travers la formation des différents acteurs, mais aussi dès l'école, pour éviter qu'on en arrive à une société avec tant de violences faites aux femmes, vous le savez. La répression, puisque aujourd'hui on est obligé de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire une société complètement sexiste et des enquêtes pas faites. Et puis un point particulier peut-être sur les expertises judiciaires, j'y reviendrai, avec le diagnostic de troubles de stress post-traumatique qui est encore à mon sens très mal diagnostiqué, alors qu'on dispose d'outils récents, en tout cas, qui ne sont pas encore forcément acquis, on va dire, reconnus par tous les scientifiques, mais j'y reviendrai. Donc d'abord, par rapport au milieu du cinéma, on a beaucoup entendu que Depardieu serait le monstre sacré, et moi, cette figure du monstre, ça m'interpelle sur le premier volet dont je voulais vous parler aujourd'hui, la prévention. Parce que la figure du monstre, que ce soit pour Depardieu, mais que ce soit aussi dans le procès des accusés de viol sur Gisèle Pelicot, des condamnés désormais, des coupables, eh bien, elle est revenue aussi dans ce procès, elle revient dans notre société, dans tous les secteurs, que ce soit celui du cinéma, mais aussi des autres, et puis des inconnus aussi, pas que des personnes publiques. J'ai une permanence chaque mercredi. Cette année, c'est le mercredi, mais d'autres années, c'était d'autres jours. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends les femmes, plusieurs femmes, chaque semaine me raconter leur récit. Et cette figure du monstre, elle revient. Elle revient des deux côtés. C'est-à-dire qu'en termes de prévention, d'éducation dès l'école, justement, on dit souvent aux enfants « Mais non, t'inquiète pas, les monstres n'existent pas ». Mais en réalité, on leur dit pas, tu peux... Enfin, évidemment, on va pas leur dire à 5 ans, bien sûr. On va pas leur dire, tu peux être agressé par ton copain, ou voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un vrai problème sociétal d'éducation, que ce soit de nos forces de police, que ce soit des instituteurs, à tous les niveaux, en fait, et même en tant que victime, on l'a aussi, c'est quoi un monstre ? Et en fait, le monstre n'existe pas en matière de violence faite aux femmes. Il est extrêmement rare d'être violé. Il existe, mais on va dire que c'est 10% des cas. C'est 10% des cas où on est violé par un parfait inconnu, probablement pathologique au coin d'une rue, et puis pour certaines chaînes de télé, dans l'idéal sous OQTF, etc. Mais dans 9 cas sur 10, ce monstre-là, c'est pas un monstre. C'est monsieur tout le monde. Et ça, on nous l'apprend pas. Ce qui fait que les femmes que je vois en permanence, elles viennent, et ça explique aussi le déni. C'est-à-dire que longtemps, on ne conscientise pas qu'on a pu être victime de cet homme qu'on a pu aimer, cet homme qu'on a pu commencer à aimer quand c'était une relation, cet homme à qui on faisait confiance. Ça peut aussi être cet homme qui avait une figure d'autorité quand c'est quelqu'un de la famille, et là, c'est l'inceste et c'est encore d'autres problématiques. Mais globalement, voilà, on a un problème de sensibilisation autour de la figure du monstre. Donc là, je crois qu'il y a 2 points sur lesquels travailler. C'est à l'école, faire tout ce que vous pouvez en tant que parlementaire pour faire tenir ces séances à la vie affective et sexuelle, peu importe le nom qu'elles revêtiront. Je crois même qu'au-delà de séances, pourquoi pas, mais bon, ça va être encore plus compliqué à faire passer, mais pourquoi pas s'interroger sur une matière obligatoire en fonction des niveaux, peut-être pas tous les ans, mais sur l'égalité en fait. Puisqu'aujourd'hui, l'égalité, elle est au milieu d'une liste dans ce qui s'appelait avant l'éducation civique. Alors, à mon époque, maintenant, ça s'appelle EMJ, EMC, EMC, merci. Voilà. Et donc,
Oui, voilà, exactement, merci beaucoup. Et donc voilà, c'est au milieu d'une liste, l'égalité filles-garçons, si bien que c'est noyé et on en parle comme quelque chose d'anecdotique finalement. Et je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Alors déjà, il y a ces séances qui devraient être tenues, puisque c'est dans la loi depuis 2001. Donc ça, si jamais on arrivait déjà à faire tenir ces 3 séances, combien de femmes on aurait aidé déjà ? Parce que peut-être qu'elles auraient pu mieux se protéger, et combien de garçons on aurait empêché d'agresser ? Parce qu'un petit garçon, il va pas être violent parce qu'il est garçon à la base. Donc je pense que ces séances-là, pour travailler en leur disant voilà ce que c'est en fait que le consentement, ce que c'est, vous n'encourez pas forcément des risques dehors dans la rue, mais chez vous malheureusement, faites attention, c'est pas parce que quelqu'un a l'air d'un monsieur tout le monde très gentil et que vous pouvez avoir des sentiments pour lui qu'il ne peut pas vous agresser. Voilà, ces séances-là, en fonction des niveaux des niveaux CP, CE1, CE2, CM1, etc., jusqu'en terminale, on peut avancer sur ces préventions-là, on peut empêcher certains hommes de devenir des violeurs. J'insiste là-dessus. Je pense notamment à la fac de médecine. C'est un terreau, mais insupportable. Combien de CHU encore aujourd'hui avec des fresques, avec des représentations de viol ? Combien de médecins qui se font des prescriptions de somnifères, etc., entre copains pour rigoler ? Combien de week-ends d'intégration avec du GHB dans les verres au hasard parce que c'est rigolo ? Ça, c'est des exemples concrets. Et là, je parle aussi en tant qu'ancienne victime, puisque j'ai moi-même subi un viol. C'est comme ça que je suis devenue militante quelques années après, de la part d'un de mes ex-petits copains que j'ai fréquenté un mois et qui est aujourd'hui médecin, qui était interne à l'époque, en fin d'internat. Qui n'a donc rien du monstre, très gentil au demeurant, très sympa. Vous le croiseriez comme ça, vous le retrouveriez très charmant. Et cette figure du monstre, en fait, elle m'est revenue donc avec le procès Pellico, puisqu'on a entendu beaucoup parler, et aussi à travers le témoignage d'une jeune femme qui a une 20aine d'années, puis qui s'est assise sur cette chaise en face de moi à la permanence, et qui m'a raconté la même histoire, non seulement que celle que j'ai vécue moi, mais que tant de femmes ont vécu, c'est-à-dire qu'elle a été agressée, violée, par son nouveau petit copain. Elle a la 20aine, elle s'assoit, elle me raconte son viol. Puis elle me dit à la fin, j'ai laissé parler, et à la fin elle me dit, et là, il s'est assis au bord du lit, il a commencé à pleurer, quand il s'est rendu compte, et il m'a dit que je devais le prendre pour un monstre. Et là, en fait, alors, lui, à la différence de beaucoup d'autres, il a reconnu les faits. Il lui a dit, je vais aller au commissariat. Il est allé au commissariat, ils l'ont placé en garde à vue, son avocat est arrivé, et ensuite il a changé de version, il a dit qu'en fait, c'était elle qui l'avait manipulé pour qu'il aille déposer plainte. Voilà, donc je crois que sur cette figure du monstre, et encore une fois, je pense pas que la prison, malheureusement, enfin je veux dire heureusement même, soit la solution, parce que ce jeune garçon, s'il va en prison, qu'est-ce que ça va lui apporter au fond ? Donc on a un vrai problème voilà, sur cette figure du monstre. Travailler l'éducation, former les forces de l'ordre qui, quand on leur raconte un viol conjugal, pensent que c'est pas si grave. Et dans le milieu du cinéma, ça revient beaucoup parce que cet acteur, ce comédien qui a l'air très sympa, qui est très connu, dans l'audiovisuel, on a eu l'exemple de Stéphane Plaza. Et il avait l'air très gentil ce garçon, il est rigolo à la télévision, c'est pas un monstre. Pourtant, on a entendu les audios, je pense tous. Donc voilà, travailler sur cette figure du monstre à travers la prévention. Je passe au deuxième volet qui est sur les enquêtes, mais je pense que ma consoeur l'a déjà rappelé, puis c'est quelque chose que je dis et je redis. C'est possible juste d'accélérer un petit peu, mes excuses. Pardon, désolée. Alors, en 3 minutes. Oui, en plus, mais c'est vrai que la figure du monstre, c'est vraiment quelque chose de central, donc je vais aller plus vite sur le reste. En gros, sur les enquêtes, on n'a pas d'enquête aujourd'hui, on n'a pas assez d'actes d'investigation. Donc, il faut vraiment le savoir, c'est-à-dire que mes consoeurs, mes confrères qui interviennent beaucoup, et tant mieux, sur les violences conjugales, les violences sexuelles, etc., ils me disent « Mais je comprends pas comment c'est possible ce taux de classement alors qu'on passe nos journées en audience. » Je dis « Mais oui, très bien. Mais en fait, tout ce qui n'arrive pas en audience. Et ça, non seulement, c'est pas conscientisé par beaucoup d'avocates et d'avocats, par beaucoup de magistrats, de magistrates, et donc tant qu'on n'a pas d'enquête, on n'aura pas d'audience. Donc en fait, c'est faire quelque chose, et effectivement, il y a des parlementaires qui s'en sont saisis, pour que quand une femme dépose plainte, et comme ma consoeur l'a très justement rappelé, on ne condamne pas sur la parole, juste on enclenche une enquête. C'est-à-dire qu'au moins, on peut dire, nous, quand on voit une femme qui va déposer des plaintes, vous inquiétez pas, on va saisir le téléphone, l'ordinateur, on va l'auditionner, on va auditionner au moins 5 ou 6 personnes dans l'entourage, on va faire tout ça, et ensuite on verra. Mais là, on peut pas le dire, parce que ça ne se passe pas dans les faits. Aujourd'hui, les plaignantes ne savent pas où ça en est l'enquête, et souvent c'est classé sans qu'on ait cherché. Donc présomption d'innocence, on veut bien sûr, c'est heureusement. Sinon, ça se retournerait même contre les militants et militantes, on nous brûlerait en place publique. Donc il faut garder la présomption d'innocence, mais il faut chercher, il faut faire les enquêtes. Donc obligé par un décret ou une loi à faire une liste d'investigation minimum. Et troisième chose, j'essaie d'expédier sur l'expertise psy des accusés. Tellement à dire, on pourra en parler des heures. Je pense que Isabelle vous donnera peut-être des exemples aussi. Un point sur les expertises. Aujourd'hui, les travaux du docteur Muriel Salmona nous montrent que, on peut discuter du chiffre, mais qu'il y aurait à peu près 8 victimes de viol sur 10 qui développent un trouble de stress post-traumatique.
Le trouble de stress post-traumatique, il est donc, finalement, c'est un témoin de l'agression, c'est un marqueur de l'agression. Si on diagnostique un TSPT chez une victime, ça doit aller dans le sens c'est une preuve au dossier. Donc déjà, former les experts psy à ça, parce qu'en fait, déjà, ils sont pas formés, et puis souvent, ils sont misogynes, hein, c'est un problème. Et la deuxième chose, c'est réfléchir à comment on diagnostique un TSPT. Aujourd'hui, il y a un rapport du Sénat de 2016 qui nous avait dit que la France a 20 ans de retard en matière d'épigénétique. Donc si c'est le Sénat qui le dit, je pense qu'on peut dire que c'est 40 ans de retard. L'épigénétique, c'est quoi ? C'est... alors, voilà. J'essaie d'être brève, mais en gros, c'est qu'on sait que le TSPT a des conséquences sur l'épigénétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des traces sur un gène qui s'appelle le gène NR3C1, et qui est un gène qui est méthylé, c'est un phénomène biologique. Bref, en cas d'agression, c'est un marqueur qu'on peut retrouver. Et en gros, c'est s'interroger sur comment... comment on forme les experts psy à diagnostiquer un TSPT avec un questionnaire clinique, d'accord, mais comment demain en France on envisage de diagnostiquer les TSPT avec éventuellement comment on peut chercher ces marqueurs-là en fait sur ce gène et comment s'en servir demain. Voilà, je pose la question. Merci beaucoup, merci. Désolée parce que je mets un peu la pression, mais on a plein de questions à vous poser. Madame Steyer. Oui, merci. Voilà, j'exerce aussi depuis... Attendez, voilà, merci. J'exerce aussi depuis 30 ans, exclusivement dans le domaine des violences faites aux femmes. Et évidemment, j'adhère à tout ce que mes consoeurs ont dit, mais je voulais vous amener sur un terrain qui était exactement celui de la question des violences dans le milieu du cinéma, puisque j'avais défendu il y a un certain nombre d'années, et c'est un dossier qui avait fait beaucoup parler de lui, de nombreuses victimes qui étaient classées en deux catégories. Il y avait des victimes de proxénétisme supposé et des victimes de viol. Et il y avait donc quelque chose d'incroyable, c'est que j'intervenais pour une victime de viol et une victime de proxénétisme, en sachant que on avait découvert finalement que un réseau de personnes qui travaillaient dans les services généraux, enfin voilà comment dire, hein, et qui recrutaient, lorsque on était au moment du Festival de Cannes, des femmes, pour pouvoir les présenter et les proposer dans les chambres de grands hôtels. Et effectivement, on voit tout se décline, c'est-à-dire que le portier, le concierge, tout le monde sait ce qu'il se passe dans les 5 étoiles de la région Côte d'Azur au moment du Festival de Cannes. Il y avait même un code qui permettait effectivement à ce client réputé de pouvoir demander, alors il y avait l'oreiller double, l'oreiller garni, enfin il y avait tout un vocabulaire pour savoir quel type de personnes, de prestations, et on pouvait effectivement avoir toutes les prestations possibles dans le cadre de ces demandes-là. Et lorsque ces femmes-là sont allées déposer plainte, eh bien, il s'est trouvé que le dossier, évidemment, on dépend du parquet de Grasse, a été perdu. C'est étonnant, hein ? Donc, dossier perdu, recrutement de certaines personnes, notamment à Monaco. Donc là aussi, le dossier bloqué à Monaco. Et lorsque certaines femmes étaient entendues, on parlait de proxénétisme, mais on parlait aussi de viol. Alors le viol, c'était un procédé qui était très particulier, c'est-à-dire qu'on conviait ces femmes à un casting dans un hôtel, dans un lieu très chic. Sauf que une fois que la porte était fermée, je suis très cynique en disant ça, une fois que la porte était fermée, eh bien, on fait ce qu'on veut entre 4 murs. Donc on peut servir une boisson, on peut la soumettre, et elles étaient toutes de la même façon, convoquées à un casting et violées à la faveur de ce casting. Elles étaient également mises dans des livrets ou pour des soirées sur des bateaux,
lesquels bateaux, à un moment donné, étaient invités à ces soirées. Et puis, évidemment, hein, ils prenaient le large, on buvait, et au large, il se passait ce qui devait se passer, évidemment. Et donc, j'arrive pour ces deux femmes, j'intervenais au titre de l'aide juridictionnelle, et face à moi, j'avais les plus grands pénalistes. Voilà, merci, mais j'avais 25 ans de moi, je débutais. Donc, il y avait un rapport de force qui était impossible à tenir. Impossible. D'abord, un rapport de force économique, parce qu'on avait tous les jours une demande d'acte, tous les jours une demande de modification de contrôle judiciaire, tous les jours une saisine, ça s'appelait à l'époque la chambre d'accusation, mais pas encore la chambre d'instruction. Et donc, je ne pouvais pas suivre, parce qu'il y avait constamment un acte à faire, ou un acte auquel il fallait répondre. Et puis, quand certaines s'étaient plaintes de viol, puisqu'il y avait un réquisitoire pour proxénétisme, et ça allait à peu près, mais quand elles se plaignaient de viol, eh bien, on était entendu par le juge d'instruction, et vous savez que le juge d'instruction est saisi en fonction d'un réquisitoire pour des faits, pour une infraction. Et moi, je disais, mais il faut absolument qu'il y ait un réquisitoire, parce que vous le dites devant le juge d'instruction, mais le juge d'instruction, il faut qu'il soit saisi par un réquisitoire. Le juge d'instruction, il saisissait le parquet en disant, saisissez-moi, faites-moi un réquisitoire supplétif. Et il n'y avait pas de réquisitoire supplétif. Donc mes clientes, elles avaient ni argent, ni pouvoir, ni connaissance, ni le droit avec elles, ni la loi. Parce que quand effectivement on s'appelait comme ci ou comme ça, eh bien, il n'y avait pas de poursuite, en dépit de faits dénoncés devant un juge d'instruction. J'ai écrit dans un livre collectif qui s'appelle Cours petite fille et qui a été publié aux éditions des femmes, à peu près 5 ans. Et dans ce dossier, non seulement, alors pour toutes celles qui se plaignaient de viol, je n'avais pas de réquisitoire, donc ce qui veut dire que le parquet était très gangréné politiquement, on va être très clair. Mais je n'ai pas eu non plus la chance d'avoir un réquisitoire définitif. Dans tous les dossiers en France, on conclut un dossier d'instruction par un réquisitoire définitif pour dire, voilà, quels sont les éléments à charge qui restent. Et là, le parquet n'a jamais rédigé de réquisitoire définitif. Dans l'histoire depuis que j'exerce, je n'ai jamais vu ça, et c'est le juge d'instruction qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits de proxénétisme, puisque personne n'a jamais été saisi des multiples faits de viol dénoncés par ces femmes qui étaient soit jeunes, soit mineures, soit effectivement recrutées sur les plages, soit recrutées sur les plages très jeunes, parce qu'il fallait qu'elles soient vierges. Donc, on n'a jamais eu de réponse. Voilà, je peux continuer, mais on voit vraiment là une justice d'abord de classe, une justice de dossier, et la problématique que l'on a. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui puisse être fait au niveau aussi de l'assistance purement juridique, c'est qu'on ne suit pas lorsqu'il y a en face de soi des gens qui utilisent la procédure pour aussi vous anéantir économiquement. Merci pour vos paroles qui sont en regard d'autres paroles dans cette commission d'enquête, et notamment du président du Festival de Cannes qui nous a assuré qu'il y avait des affiches dans les toilettes sur les violences sexuelles. Donc je pense que voilà, ouf, la vie des femmes est ainsi protégée. Là je sais pas quoi dire après ça parce que c'est quand même sacrément lourd. Peut-être que parce qu'il y a quelque chose qui revient de manière régulière dans les auditions, c'est j'ai pas porté plainte, je peux pas, ou je viens ici. Alors déjà, les femmes, quand elles viennent nous parler,
vraiment, c'est très très frappant à quel point elles ont préparé leurs paroles, chaque mot est pesé, elles ont répété ça comme elles répéteraient une scène avec laquelle elles ne seraient pas complètement à l'aise, elles tremblent, elles sont vulnérables, y compris dans la manière dont elles nous parlent ici, quand manifestement, eh bien, les hommes se sont préparés, on en a eu un fameux exemple juste avant vous, ils se sont préparés, ils ont préparé de manière très forte la manière dont ils allaient poser leurs mots et finalement on n'arrive pas complètement à craquer ce truc entre la parole des femmes très vulnérables et cette domination très masculine quand même dans le cinéma qui manifestement n'arrive pas à être ébranlée et notre commission d'enquête n'y parvient pas totalement non plus, quoi. Donc la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est peut-être, au moins pour les gens qui nous écoutent et pour nous législateurs, nous expliquer comment on pourrait protéger davantage les femmes en amont pour qu'au moins les violences ne se passent pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement les violences sexuelles diminuent dans le cinéma. Donc il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, des cellules d'écoute, des machins, des trucs, mais à la fin on a l'impression que ça ne diminue pas. Et puis avez-vous, mais vous en avez parlé Madame Steyer, avez-vous déjà été confrontée à un réseau d'entraide masculin qui permet d'échapper à toute poursuite ou à toute dénonciation publique? Vas-y. Si j'avais la réponse à que faire pour qu'il n'y ait plus de violences sexistes et sexuelles, je serais tellement heureuse de pouvoir vous la livrer comme ça, ex abrupto. Peut-être revenir sur cette histoire de parole, parce que les femmes payent le fruit de siècles de croyances articulées autour de l'idée que leur parole est déraisonnable, que leur parole est empreinte d'émotions, de sentiments, voire est sujette à un cycle menstruel qui ferait que leur parole n'est de toute manière pas légitime et pas porteuse de raison, mais plus du côté de l'émotion. Moi, on m'a longtemps appelé la passionnariat, parce que j'ai une parole forte, et me renvoyant aussi du côté de mes émotions plus que de ma raison. Je crois qu'on a vraiment ce travail de relégitimation de la parole des femmes à faire. Lorsque je vous parlais du « je te crois » tout à l'heure, ça me semble un préalable extrêmement important, et on voit à quel point cette idée que l'on retrouve dans les slogans et dans les manifestations féministes est dévoyée, y compris sur le terrain pénal, par des confrères et des consoeurs qui s'inquiètent de ce que finalement la parole des victimes deviendrait la pierre angulaire du procès pénal et deviendrait la preuve absolue, voire de ce que le statut de victime serait le dernier statut à la mode qu'il nous faudrait avoir pour avoir une existence sociale, et à quel point ce statut serait désirable. Moi, je ne rencontre pas de victime heureuse de l'être, jamais, et je vois à quel point les mots sont difficiles à poser. Je vous parlais des mots de ceux qui ont commis les actes, je peux vous parler de celles qui les ont subis. Dire « j'ai subi un viol », c'est extrêmement douloureux et difficile, et il nous faut dans nos cabinets réautoriser ces femmes à se saisir de cette grammaire-là. Alors, les choses avancent parce que précisément nous avons une grammaire qui avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris le législateur et y compris le pouvoir judiciaire se ressaisit de notions qui nous aident à mieux comprendre les choses. Je pense au contrôle coercitif, je pense à l'état de sidération traumatique, je pense à la notion d'emprise, je pense à tous ces termes-là qui viennent nous aider à dire au plus juste ce que les femmes subissent, et donc, ce faisant, déconstruire les biais de représentation. Vous savez, pendant très longtemps, on disait à mes clientes, Madame, pourquoi est-ce que vous êtes restée aussi longtemps avec votre mari si vraiment il vous battait? Bon, aujourd'hui, on sait ce que c'est l'emprise, on sait ce que c'est le contrôle coercitif, ça nous aide à comprendre. Je crois qu'on doit, et vous avez un rôle dans ce domaine-là, vous, législateurs, à travailler sur ces notions et à les intégrer dans le code. La notion d'emprise a fait une entrée timide dans le code civil par la petite porte, sur l'interdiction de la médiation dès lors qu'il y a une situation d'emprise. Je crois qu'il faut continuer de codifier sur ces notions-là, parce que, encore une fois, ça nous fait gagner un temps considérable.
Une autre idée, et je m'arrête là pour partager la parole avec mes consoeurs, c'est en termes de gain de temps et d'énergie, toujours sur les bons mots et les bons récits, on observe comment est-ce que les juridictions qui ne sont pas spécialisées, parce qu'on n'a pas de juridiction spécialisée dans le sens espagnol du terme, hein, où les Espagnols, par leur loi 4 de 2004, se sont dotés de juridictions qui jugent la plénitude d'une situation. Vous savez, de la question de la garde des enfants à la sanction pénale, à son exécution, eh bien c'est un seul et même juge qui juge tout ça. Et ça démontre une efficacité réelle. Nous, on saucissonne encore les choses, c'est-à-dire que sur des situations, nous devons frapper à la porte du juge des enfants, du juge des affaires familiales, du procureur de la République, du tribunal correctionnel, du juge de l'exécution des peines. Exactement. Donc, ça nous épuise, ça rend les choses très compliquées. Mais ce qu'on observe à Nantes, on a des juridictions qui sont dédiées à la question des violences intrafamiliales, des violences sexistes et sexuelles. Et ça ne veut pas dire qu'on rend des jugements à l'emporte-pièce, et ça ne veut pas dire qu'on a abandonné quoi que ce soit de nos principes cardinaux. Mais on gagne un temps de dingue, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont évacuées a priori parce qu'elles sont inopérantes et porteuses de biais sexistes, et parce que les magistrats et les magistrates qui sont au travail sont formés et donc ont une meilleure appréhension de ça. Donc je crois qu'il faut rendre la justice friendly aux victimes, qu'elles envisagent l'institution, vous parliez de leurs paroles tremblantes, eh bien il faut qu'elles envisagent l'institution comme une passerelle de sortie possible des violences. Et ça, c'est un travail de formation qui est encore en cours. Hein. L'ENM s'est saisi de la question, mais il y a encore beaucoup de boulot. Bon, les vieilles générations ont tendance à partir. Mais voilà, je crois que ça, c'est extrêmement important pour que la justice soit plus au fait de la réalité. Merci. Oui, j'allais dire, c'est un peu toujours la question des deux volets, prévention, répression. Sur les tournages, bon, il y a la problématique des coordinateurs d'intimité qui me semble primordiale. C'est-à-dire que dès qu'il y a une scène d'intimité, à mon sens, voilà, faudrait qu'il y ait plus de personnel formé pour proposer ces emplois-là, pour qu'on ait des gens pour les remplir. Ensuite, de manière générale, pour faire cesser les agressions, que ce soit dans le milieu du cinéma ou les autres, je pense que malheureusement, j'ai assez peu d'espoir pour les adultes actuels, c'est-à-dire notre génération, toutes et tous ici. C'est-à-dire que, en fait, il y a que malheureusement pour eux, il y a que la répression. Je suis pas persuadée qu'on change des hommes qui ont grandi dans des décennies de patriarcat, qui sont sexistes. Je suis pas persuadée qu'ils soient capables de comprendre. Donc la répression, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on va envoyer tout le monde en prison, parce que de toute façon la prison ne sert malheureusement à rien, il y a des récidivistes, etc. Je crois qu'en fait la solution là, c'est de leur dire, si vous êtes accusé, il y aura une enquête, de leur faire peur. C'est-à-dire que rien que le fait d'être placé en garde à vue, d'avoir son matériel informatique et téléphonique saisi, s'ils voient que c'est systématique, peut-être qu'ils vont réfléchir avant de violer, en fait, ou d'agresser sur un tournage ou ailleurs. Peut-être qu'ils vont se dire, j'ai pas très envie d'être placé en garde à vue quand même, hein, donc je vais y réfléchir à 2 fois avant de l'agresser, même si quand même, c'est pas une vraie agression, voilà, c'est genre, elle est là, elle l'a un peu cherché, ou alors c'est peut-être dans le cadre d'une relation, ou d'une ancienne relation, je sais pas comment ils arrivent à justifier ça, mais en tout cas, s'ils ont peur d'être en garde à vue, et qu'ils savent que dès qu'il y a une plainte, il y a une enquête, ça peut peut-être faire baisser les agressions. Premier point. Et pour les générations suivantes, j'ai quand même plus d'espoir. Donc j'espère toujours sur l'éducation. C'est-à-dire que si on met en place des séances d'éducation dans les écoles, si on les fait tenir, peut-être que demain, on n'aura plus à faire de la répression. Et que donc, en fait, ça semblera évident pour un homme comme pour une femme qu'avant d'avoir un acte sexuel, on demande le consentement. Mais ça, du coup, c'est de l'éducation et ça prend des décennies. Donc il faudrait commencer aujourd'hui. Voilà. Oui, je pense qu'effectivement, il faudrait s'assurer... Oui, il faudrait s'assurer d'un placement en garde à vue des personnes qui sont mises en cause. Le dossier dont je vous parlais, c'était le dossier dans lequel Robert De Niro avait été placé en garde à vue, puisqu'il allait tout simplement recruter des mineurs à l'aide sociale à l'enfance. Donc c'était ubuesque, mais voilà, on en a beaucoup parlé à l'époque. Et d'ailleurs, les relations diplomatiques, et ça c'est pour un de ceux qui étaient dans ce dossier, voilà. Ils étaient tous du même ordre, du même pouvoir et tout ça. Donc il faudrait pouvoir les placer en garde à vue. Et là, ce qu'avait d'ailleurs fait le juge d'instruction, mais c'était pas pour lui, il n'y avait pas de réquisitoire, donc comme j'ai dit du parquet, il avait quand même ordonné sur commission rogatoire le placement en garde à vue de cette autre personne. Il est quand même placé en détention, c'était totalement illégal, et il avait été libéré par la chambre d'accusation, puisque c'était un mandat de dépôt illégal. Mais il avait marqué le coup
et avait fait saisir beaucoup de choses, et notamment on avait vu qu'il y avait des appels, donc je disais, à l'aide sociale à l'enfance pour avoir des mineurs en difficulté. Donc effectivement, les procédures, et là, on va dire, non pas l'opportunité des poursuites, mais peut-être la légalité des poursuites, comme cela se fait en Allemagne par exemple, qu'il y a un principe de légalité des poursuites. Et on sait qu'à partir du moment où il y a une automaticité du début de réponse pénale, et non pas soumis finalement au pouvoir politique, parce que le parquet, c'est malgré tout le pouvoir politique, ou de la politique criminelle, voilà, que cette légalité de la poursuite, elle permette du coup d'éviter tous ces garous-garous passe-murailles finalement. Voilà, première chose. Deuxième chose, au-delà de la légalité des poursuites, et d'ailleurs on pourrait peut-être aussi motiver les classements sans suite, on pourrait aussi envisager une protection réelle du témoin. Parce qu'on n'a absolument pas de protection réelle des témoins. Protection de l'adresse. À partir du moment où vous êtes dans une procédure pénale, votre nom y figure. Protection de l'adresse. Même protection physique, même déménagement. Enfin, voilà, quand il y a des témoins fondamentaux qui font tenir les procédures, on n'a pas de choix. Si on a 1, 2 ou 3 personnes qui prennent le risque de faire ça, il faut absolument les protéger. Autrement, si elles ne sont pas protégées, elles ne prendront jamais le risque de dénoncer ce qu'elles ont vu, c'est évident, puisqu'on va avoir toutes les sanctions de toute façon économiques, parce que comme on est dans ce milieu, on ne va plus l'engager, la recruter, machin, mais on va avoir toutes les mesures d'intimidation que l'on connaît par cœur, qui n'est pas faite par la personne, qui est faite par le sbire, enfin bon, on en a plein de dossiers comme ça. Donc effectivement, si on n'arrive pas à prendre pour témoins des gens qui ont une conscience presque hors norme et de leur donner un statut hors norme, eh bien on n'aura pas de procédure de ce niveau-là. Monsieur le rapporteur. Ah, pardon. Merci. Merci pour vos premiers éléments et qui sont déjà extrêmement riches et qui peuvent donner un certain nombre de pistes. Pour rebondir sur la question de la procédure, pour rebondir aussi sur les propos de la présidente tout à l'heure sur le sujet de la plaignante qui arrive et qui n'est pas nécessairement préparée, n'a pas un dossier, elle n'a pas suffisamment travaillé son dépôt de plainte, parce que c'est souvent le cas, et je crois que vous pourrez le préciser. Que penseriez-vous, je remets l'axe sur le cinéma, mais ça pourra évidemment marcher sur d'autres questions, sur un renforcement de l'accompagnement des victimes avant le dépôt de plainte, via peut-être quelque chose qui serait de l'ordre de l'assistance juridique dans un certain nombre de métiers, où par l'assurance, on pourrait contracter ces assurances juridiques qui permettraient d'avoir un accompagnement de l'avocat au moment du dépôt de plainte. Et la préparation et la capacité même de préparer la plainte avec un avocat ou une avocate. Ça permettrait, à mon sens, de rassurer la victime, ou la plaignante, pardon, de lui expliquer quelle va être la démarche, quelle va être la procédure, et sans doute de détailler le dossier. Premier point. Deuxième point, sur la question de la procédure pénale, et je fais le lien, bien que ce soit deux choses un peu différentes, sur la question des différentes juridictions et de la multiplicité des juridictions. Et j'ai bien noté, Madame Bouillon, les expérimentations à Nantes, il y en a aussi à Poitiers, qui permettent justement de faire un peu différemment, de gagner du temps et en réalité d'économiser aussi de l'argent. Et on sait que malgré votre rapporteur qui a permis d'augmenter de quelques milliards le budget de la justice, il y a un manque de criant de moyens. Donc comment on pourrait aussi améliorer ces juridictions pour être comment dire, effectivement spécialisé sur ces sujets-là. Alors je sais que la chancellerie n'aime pas tellement le mot de spécialisation des juridictions, mais je crois que la présidente de la Cour d'appel de Poitiers a bien montré que sans spécialiser les juridictions, on arrivait à faire des évolutions qui étaient plutôt efficaces et efficientes.
Madame Bouillon. Vous avez raison. On parle d'abord de circulation de l'information au sein des tribunaux judiciaires. C'est-à-dire que décloisonner les services et faire en sorte qu'un dossier soit traité sous toutes ses facettes au sein d'un copil ou voilà, que tout le monde se mette autour de la table, notamment lorsqu'il s'agit de préparer la sortie d'un conjoint dont on sait qu'il peut être dangereux, la sortie de détention, et faire en sorte d'assurer la protection de la victime, l'information de la victime, la doter d'outils tels qu'un téléphone grave danger ou un bracelet anti-rapprochement. Enfin, on voit à quel point, dès lors que l'information circule, et ça peut paraître le B à bas, hein, mais il y a plein de situations où l'information ne circule pas, eh bien on gagne en efficacité. Donc on voit comment les tribunaux se saisissent de ça. Ils sont au travail déjà sur cette question-là et sur la circulation de l'information et le décloisonnement et la mise en œuvre de processus qui sont spécifiques. Sur votre question par rapport à l'accompagnement des victimes et le dépôt de plainte, c'est déjà le cas. Les avocats peuvent accompagner. Peuvent. Ce qui serait intéressant, c'est d'abord de prévoir une aide juridictionnelle pour ça, parce que vous parlez de système assurantiel. Moi, mon regard se tourne d'abord sur le système de l'aide juridictionnelle. On est nombreuses à travailler à l'aide juridictionnelle parce que c'est notre engagement et on n'est vraiment pas les seuls. Donc, prévoir une aide juridictionnelle de plein droit, pour ça, ça me paraît aller de soi. Mais aussi, et on voit comment est-ce que les travailleuses sociales dans les commissariats et dans les gendarmeries, à Nantes, il y en a, en Loire-Atlantique, il y en a beaucoup, font un travail préparatoire qui est tout à fait important. Il faut systématiser ça parce que c'est une histoire de communication et de mots. C'est une histoire de moments. Moi, très concrètement, qu'est-ce que je fais quand je reçois une femme qui veut déposer plainte ? Je la prépare, je refais le narratif avec elle, je mets en face des éléments factuels, des éléments probatoires, et je prends rendez-vous avec un ou une policière dont je sais qu'il va lui assurer une écoute bienveillante, et je ne dis pas engagée, je dis une écoute bienveillante, et qu'elle ne sera pas reçue entre une barrette de shit et un vol de mobilette. Voilà. Mais c'est désespérant de devoir faire ça, parce que si je ne le fais pas, alors je l'expose à des processus de victimisation secondaire importants. Madame, je voulais monsieur le rapporteur. Je voulais rebondir sur ce sujet parce que vous avez parlé des accompagnements sociaux qui se font de plus en plus dans les gendarmeries. Il faut noter quand même que, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des grandes évolutions déjà. Moi, depuis 7 ans, et depuis en réalité que je me préoccupe vraiment de ces sujets, les associations de victimes de mon territoire m'expliquent la différence de la qualité d'accueil. Mais ce n'est pas encore systématique et suivant, et ça c'est aussi un vrai sujet, suivant où et quand on va porter plainte, c'est pas pareil. Parce que la femme qui se fait violer lors d'une soirée... Qui est violée. Oui, bon, vous n'allez pas me donner des leçons, enfin excusez-moi, mais... oui, bon, bah voilà, c'est important, mais je crois que j'ai pas... Non, enfin, oui, mais merci. Oui, voilà. Après, vous avez tout à fait raison, il faut travailler là-dessus. Mais pour le coup, je comprends tout à fait ce réflexe-là. Oui, c'est un réflexe qu'on a toutes et tous de dire se faire violer, que moi-même j'ai pu avoir dans mon langage, même en tant que militant. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est important de réfléchir à pourquoi on le dit. Mais c'est pas du tout contre eux. Honnêtement, c'est pas contre vous. C'est juste, voilà, de dire quel message on envoie quand on l'utilise. Et j'ai bien compris que vous étiez pas du tout pour envoyer ce message-là. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Par contre, pour que la prochaine fois, on dise est violé plutôt que se fait violer. Voilà. Mais voilà. Oui, on dit toutes et tous des trucs comme ça. Moi aussi. Bon, désolé, mais il y a suffisamment peu d'hommes alliés dans cette cause. Si vous les, entre guillemets, leur faites la leçon, là pour le coup, leur faites la leçon, ça va pas être facile. Et c'était pas vous qui l'avez faite, c'était ma collègue députée. Donc, juste, je reviens, et j'ai perdu le fil, sur la question de ces accompagnements et sur la question du moment où vous allez porter plainte. Ça a aussi son importance. Une femme à Paris qui subit des agressions sexuelles et qui va porter plainte immédiatement sera peut-être pas aussi bien accueillie que justement si elle prend le temps à un moment donné
d'y revenir le lendemain après avoir pris un rendez-vous et après avoir préparé. Et ça, c'est des choses que personne ne sait bien, parce qu'on se dit, naturellement, on peut se dire, il faut tout de suite y aller parce que la preuve, voilà. Et tout ça sont des sujets complexes et je pense que l'on pourrait améliorer toutes ces questions. Vous, les avocates et avocats impliqués, vous le savez, mais les plaignantes ne le savent, et les plaignants parfois ne le savent pas vraiment. Madame de Philippe-Isabad. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Oui, pour le coup, c'est vraiment mon cœur de spécialisation, l'enquête préliminaire, parce que comme j'ai commencé par des permanences petit à petit, honnêtement, quand j'avais commencé les permanences, je ne pensais pas du tout découvrir ce que j'allais découvrir à l'époque, à partir de 2015, c'est-à-dire ce que vous venez de dire. C'est-à-dire quand vous déposez plainte sans avocate ou avocat et quand vous déposez plainte avec avocat ou avocate, tout change, mais tout. Parce que malgré les formations des forces de l'ordre et l'amélioration que vous avez notée, il y a quand même des problématiques qu'on voit. Je peux vous donner un exemple. J'ai accompagné déposer plainte à un homme pour inceste. Il est victime de son grand-père, maintenant il a la trentaine. Malgré le fait que je sois là, déjà quand j'étais là, le policier nous a dit devant moi « Ah bah vous auriez pu venir sans votre avocate », et c'était le commissariat central de Paris. Hein. Donc ils n'ont pas compris encore que c'était important, bon. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il a switché, c'est-à-dire qu'il a eu une formation. À partir du moment où il était dans ses dispositions pour poser les bonnes questions, il a déroulé sa liste de formation avec les bonnes questions, les bons mots, en disant qu'on pouvait sortir s'il avait besoin de temps. Il n'y a pas eu besoin que moi je le rappelle, le policier l'a dit. Par contre, au moment où il a re-switché, qu'il a eu terminé son interrogatoire, il a dit, donc je lui ai remercié pour son temps parce que c'était un samedi, etc. Et il a dit, ah bah oui, parce que vous, monsieur, ce qui vous est arrivé, c'est vraiment terrible, votre grand-père et tout. Mais voilà, le week-end dernier, nous, on a aussi des autres plaintes. Hein. Bon, il y a une femme qui est venue déposer plainte pour viol aussi, elle avait fait des mélanges d'alcool. Voilà, ça c'était il y a 3-4 mois au commissariat central. Donc ce que je veux dire, c'est que, et le fait que je sois là, donc je l'ai repris, et je lui ai dit, évidemment, parce que ça sert à rien effectivement de rentrer dans des bagarres, mais je pense que c'est important aussi de dire les choses. Donc je lui ai dit, par contre, ce que vous venez de dire, c'est pas parce que cette femme avait fait des mélanges d'alcool qu'elle n'était pas victime, voilà. Et il a dit, ah oui, vous avez raison, etc. Et donc, c'est vrai que la présence de l'avocate ou de l'avocat est hyper importante pour éviter les phénomènes de victimisation secondaire, devrait être prise en charge par l'État sans condition de ressources, et devrait être expliquée à la police comme évidente, et il devra arrêter de dire, ah bah vous êtes là, mais vous pourriez ne pas l'être. Et donc, non seulement ça, mais ensuite, ça fait qu'on suit l'enquête. Donc moi, régulièrement, j'appelle les parquets, les commissariats pour savoir où ça en est, l'enquête préliminaire, au moins une fois par mois dans les affaires que je suis. Si je le fais pas, ils ne le disent pas, donc on ne sait pas où ça en est. Quand je leur demande, je sens bien que ça, je les embête, clairement. Je les embête, clairement. Et quand ils classent, et quand on vient me voir après un classement, parfois la victime ne sait même pas que ça a été classé, donc j'écris moi pour savoir où ça en est. On pourrait imaginer une plateforme de suivi où vous rentrez votre numéro pour savoir où ça en est. Les parquets me font bien comprendre que ça les est... Enfin, pas tous, encore une fois, il y en a des très bien, mais... Dans la majorité, on les embête à leur envoyer des mails pour savoir où ça en est, on le sent. Et puis on apprend, par exemple, là j'ai l'exemple, j'ai appris un classement sans suite pour une femme que j'assiste, qui est venue me voir. Elle avait écrit elle-même 2 fois au parquet pour savoir où ça en était, pas de réponse. Moi j'ai une réponse une semaine après, que ça a été classé il y a 4 mois. Donc il y a un problème avec ça, et ça cause des suicides, on n'en parle pas assez. Moi je suis saisie dans un dossier où la jeune femme s'est suicidée après son classement. Il n'y a pas de mots en fait, par pendaison après son classement, parce qu'elle s'est sentie abandonnée par la justice. Son père est pompier, il n'a pas pu la réanimer. Donc là il y a 2 volets sur cette procédure, l'affaire pour viol qui continue parce que les parents sont partie civile, et du coup là ce qui est en étude, c'est-à-dire la faute de l'État dans l'administration de la procédure. Elle a été trimballée entre 3 commissariats. Quand les parents ont écrit à l'Élysée pour savoir pourquoi ça n'avançait pas, l'Élysée n'a pas répondu directement, je crois, enfin, pas tout de suite, mais il y a eu un flic, un policier, pardon, qui les a appelés un dimanche en disant « Oui, je comprends pas pourquoi ce dossier est sur mon bureau un dimanche. » Bon, on n'a pas su. À l'époque, j'étais pas saisie, je vous raconte ce qu'ils m'ont dit. Et donc, il a dit « Bon, bah du coup, je le reprends. » Donc, ça avait rechangé de commissariat. Et il leur a dit « Par contre, je pourrais pas faire des actes d'investigation tout de suite parce qu'il y a le Tour de France et mes hommes, ils sont mobilisés. » Voilà. Et donc, je vous parle de l'affaire où cette jeune femme, donc, s'est tuée. Alors même qu'elle avait demandé d'être hospitalisée avant de se pendre, parce qu'elle avait demandé une place dans un hôpital parce qu'elle se sentait vraiment pas bien. Son état n'a pas été jugé assez grave. Donc on en vient à avoir non seulement les féminicides, certes, mais toutes les mortes à cause de cette victimisation secondaire, et sans parler des mortes, celles qui sont en dépression et qui ne s'en sortent pas. Parce qu'on demande aux femmes d'avoir un discours clair. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut une avocate ou un avocat parce qu'elles ne peuvent pas l'avoir toutes seules. Elles sont en pleine mémoire traumatique, en plein trouble de stress post-traumatique, parfois dans le déni. Et donc, on leur demande d'être claires et d'avoir un discours cohérent et argumenté. Ça n'a aucun sens.
Un discours incohérent chez une femme victime d'agression sexuelle, c'est au contraire une preuve qu'elle a été agressée. Voilà. Madame Oui. Steyer et après Madame Legrain. Oui, oui. Donc, oui, effectivement, un avocat, dès que la victime souhaite déposer plainte, de façon à ce qu'elle puisse préparer la plainte, en sachant qu'elle doit avoir le libre choix de l'avocat, évidemment. Donc un avocat spécialisé et pas quelqu'un qui est sur une liste et qui sera là pour avoir ses 300 €, enfin voilà, que sais-je. Hein. Donc vraiment quelqu'un de spécialisé. Et en sachant qu'elle devrait pouvoir avoir un avocat rapidement, enfin son avocat, elle va pouvoir le joindre rapidement, parce que si on est en matière de flag, c'est-à-dire qu'elle a été violée, ce qui est finalement assez rare dans la rue ou peu importe, il faut garder les preuves, il faut qu'elle puisse avoir, alors si elle décide de déposer plainte, si elle peut déposer plainte sur le moment, il faut qu'elle puisse avoir à ce moment-là, si c'est un week-end, un avocat, son avocat, il faut spécialiser. Donc ça, c'est vraiment faire attention au flag. Il ne faut pas lui faire perdre de temps parce qu'elle doit ou peut choisir un avocat, c'est ça. C'est ça, c'est exactement. Et puis la présence de l'avocat, ça permet aussi d'éviter de ce que la plainte devienne une main courante, parce que c'est quand même malgré tout encore parfois le cas. Oui, c'est parfois le cas. Ou de ce que la victime s'entende dire que c'est 17h30 et qu'il faut revenir le lendemain matin. Donc effectivement, entre-temps, elle est morte. Moi, je l'ai blois, voilà. Et que la plainte soit aussi bien rédigée et contienne tous les éléments qu'on disait à charge et qui intègre toutes les infractions. Quelle que soit d'ailleurs aussi, si on a la femme de l'instituteur, la femme du... Voilà, c'est très important qu'elle soit assistée, oui. Parce que là, on parle de Paris, mais on est aussi des fois dans des villages, et c'est d'autant plus important, oui. Merci. Juste avant de passer la parole à Sarah Legrain, juste parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qui n'ont pas saisi ce qui s'est passé tout à l'heure sur être violé ou se faire violer. En fait, quand on se fait quelque chose, on se fait des œufs au plat, donc on a une action sur ce qui s'est passé, alors que être violé, c'est être victime d'un viol et donc ne pas avoir de responsabilité en aucune manière dans ce viol, ce qui évidemment est une évolution du vocabulaire qui permet aussi de placer les choses au bon endroit et qui n'est pas dans le langage courant encore. Et c'est pour ça que c'est un réflexe féministe très fort que de dire surtout. Mais voilà, donc que ce soit clair pour les personnes qui nous entendent. Madame Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Et je précise qu'il m'arrive parfaitement de le dire aussi et de me reprendre moi-même. Et juste, ça va dans le sens de ce qu'on se dit là. En fait, ça paraît... rien par rapport à l'ampleur, mais en fait, les choses, malheureusement, vont ensemble parce que soi-même, c'est des constructions de l'image de la victime qu'on se fait. Et justement, ça faisait partie des questions que je voulais poser. Sur la question des procédures, vous avez évoqué les autosaisines des procureurs. Déjà, le caractère finalement hétérogène un peu, que parfois le procureur se saisit, parfois non, on ne sait pas pourquoi. Donc, première question, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir des formes d'automaticité ? Et il y a aussi la question de la saisine du procureur, c'est-à-dire nous, c'est des questions qu'on se pose en tant que parlementaire. Je sais que Monsieur le Président se la pose. On entend ici, dans cette commission d'enquête, tellement de choses. On se pose la question de est-ce qu'on doit, nous, parfois, nous-mêmes, faire la démarche de saisir un procureur ? Et ça nous fait rentrer en tension avec la question de la préparation du consentement des victimes, d'abord, première chose, parce qu'il a déjà été violé une première fois. Le but n'est pas de faire les choses dans le dos des victimes, et puis aussi de leur préparation. Ce qui a été dit sur le fait qu'à un moment, quand une procédure judiciaire est enclenchée, saisir le procureur, c'est aussi prendre le risque que la justice se tourne vers une victime à un moment où elle n'est pas prête. Donc, quelles sont vos préconisations là-dessus ? Parce que c'est aussi des préconisations qu'on pourrait faire dans les organismes de la culture, etc., de dire, en fait, quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler, prenez le réflexe de saisir le procureur. Mais on voit bien toutes ces difficultés. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que si il y avait une garantie d'accompagnement des femmes par des avocats, dès qu'il y a une saisine du procureur, alors on pourrait le faire parce qu'on sait que la femme ne sera pas seule, la victime ne sera pas seule, je ne sais pas. Mon autre question, c'était sur le choc post-traumatique. Plusieurs questions. Vous avez bien montré que la compréhension du choc post-traumatique, elle est utile pour, d'abord, parce que c'est une forme de preuve, ensuite parce que ça nous permet de sortir de l'image de la bonne victime, comme tous ces petits mots qu'on emploie aussi, on fera très attention, parce que le choc post-traumatique, c'est globalement en fait une victime qui va être incohérente, qui va faire des choses bizarres, se mettre en danger. Alors on va se dire qu'elle n'est pas crédible, que pourquoi elle a couché alors qu'il y a eu un viol, etc. Alors que tout ça est documenté. Mais il me semble que parfois, ça a aussi un effet pervers, parce que du coup, on présente les femmes comme, les victimes comme définitivement broyées. Et moi, j'aimerais vous entendre sur les éléments qu'on a sur
la différence du choc post-traumatique selon le traitement que l'on fait à la parole de la victime. Et ça, je crois que c'est un truc qu'on a besoin de travailler. C'est-à-dire que aussi, il y a une façon, c'est comme un peu pour les monstres, il y a une façon de dire, c'est très dur d'ailleurs quand on est victime ou qu'on connaît des victimes, que les victimes s'en sortiront jamais. Voilà. Et en fait, dans l'analyse aussi de qu'est-ce qui traumatise, qu'est-ce qui fait mal, il y a la violence, il y a la réponse à la parole, il y a le traitement judiciaire, et vous avez parlé de la victimisation secondaire. Tous ces enjeux, je suis désolée même. En plus, la journée était longue et tout, mais... Non, mais je pense que tout... En fait, ce que je veux dire, c'est comment parler du trauma des victimes, c'est aussi montrer la responsabilité de chacun à chaque étape. Et de ne pas faire de l'agression sexuelle ou du viol la fin du trauma, y compris la fin au sens où il serait éternel, et de dire, en fait, c'est quoi les étapes qui renforcent le trauma, le fait de pas écouter, je crois que c'est assez bien montré dans le rapport de la Civis, par exemple, le fait de pas écouter un enfant, le fait de pas, le fait que la justice expose à de nouveaux moments traumatisants, etc. Ça, c'est voilà comment on travaille, ce qui aggrave les traumas et du coup les responsabilités des uns et des autres dans l'aggravation du trauma, et qu'est-ce qui répare, et quelle serait la justice aussi qui permettrait de dire, eh ben en fait, parce que c'est ça qu'on a tous envie de dire aussi, c'est pas parce qu'on a été victime, surtout vu le nombre de victimes qu'il y a, pas commencer à se dire, du coup, même s'il y a justice, au fond, la question, elle est ailleurs, la question, elle est dans le trauma, et finalement, le trauma, il est tellement inscrit dans les personnes qu'elles ne s'en sortent pas. Et je pense qu'il y a la question de la responsabilité collective dans le fait qu'on peut, en fait, aspirer à ce que avoir subi des violences soit réparé, et soit pas forcément d'ailleurs réparé toujours par la prison de l'agresseur, parce que c'est pas forcément toujours le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a comme documentation scientifique sur le trauma qui peut nous aider à penser ça aussi ? Je vous remercie. Qui souhaite répondre, Madame Bouillon ? Oui, et rapidement, et vous pouvez pas savoir à quel point on partage souvent votre émotion, en fait. Et dans nos cabinets, comment est-ce qu'on est aussi submergé par cette parole-là que vous tenez, et comment on doit la recevoir, et comment on se sent aussi responsable de cette parole qui nous est confiée et dépositaire, et comment est-ce qu'on a appris nous-mêmes, enfin je parle en mon nom, à ne pas infliger de violences supplémentaires aux femmes que j'écoute. C'est un travail qui est constant, que je mets toujours à l'épreuve. J'ai pu produire des violences sur les femmes que j'ai, et à chaque fois que je le dis, parce que j'avais pas la bonne écoute, parce que j'avais pas la bonne position, parce que j'étais partie du système que je dénonçais dans mon propos liminaire, qui veut que cette parole-là, eh bien, on a tous et toutes instinctivement besoin de la cantonner, voire de la silencier, pour que le système prospère et perdure. Et donc, on doit tous et toutes se mettre au travail sur l'accueil de cette violence, sur l'accueil de cette parole qui fait violence. En fait, c'est ça que je voudrais dire. C'est cette parole-là, elle vient mettre un grain de sable dans une machine qui est tellement bien huilée qu'on met des corps de femmes à disposition. Voilà. La justice n'est pas un soin. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la réparation. Et je dis à mes clientes, vous n'allez pas être soignées par la justice. Le soin, il est en thérapie. Il est ailleurs parfois, mais je dis à mes clientes, la justice va vous reconnaître, va remettre le monde à l'endroit, va dire, il n'avait pas le droit, c'était pas possible, et vous êtes victime, et il est auteur, et il n'y a pas de place pour le partage de responsabilité. Cette parole-là, elle est apaisante dans la souffrance, parce que elle vient, encore une fois, dégager cette culpabilité poisse qui colle à la peau des victimes, qui pensent qu'elles ont une part de responsabilité. Je suis sûre que toutes les victimes que vous avez entendues se sentaient coupables de ce qu'elles ont subi. Et les questions de vocabulaire qui nous ont occupées, elles sont importantes à cet endroit-là. Il n'y a pas d'espace pour le partage de responsabilité. Il y a un responsable du viol, c'est le violeur. Donc, la victime n'est pas un soin, mais la victime ne doit... la justice n'est pas un soin, mais la justice ne doit pas faire du mal. Et on l'a dit, on le répète. La réparation, elle ne provient pas, me semble-t-il, la réparation, elle vient de la reconnaissance. Elles me disent toutes, j'ai besoin d'être reconnue. Je me rappelle de cette femme qui s'est assise en face de moi. Je lui dis, je vous crois et je suis sûre que ce que vous me dites est vrai. Le dossier était solide, il était formidable. Je voulais déposer plainte. Elle m'a dit, non, en fait, moi, je m'arrête là. Et ça me suffit. J'étais très frustrée comme avocate, mais ça me suffit. Et ça fait écho à ce que vous disiez, Madame Legrain, sur est-ce qu'en dehors du dépôt de plainte, pas de salut. C'est une question compliquée, celle du dépôt de plainte. Il y a la temporalité de la victime. Et si
il y a l'article 40, hein, c'est ce sur quoi vous m'interrogez, votre responsabilité, vous aussi, comme institution, à venir saisir le procureur en vertu de l'article 40, de fait dont vous avez connaissance. Si on se contente comme réponse à une situation de violence intrafamiliale, de violence sexiste et sexuelle, de viol, de dire la solution c'est le dépôt de plainte, alors on risque de produire exactement l'effet inverse de celui escompté. Parce que moi, je plaide et je milite pour des solutions globales, vous voyez. C'est-à-dire qu'aux femmes victimes de violences intrafamiliales, il faut un hébergement, il faut une solution pour la garde des gosses, il faut des ressources, il faut savoir où est-ce qu'elle va vivre, transporter ses enfants, etc. Et ça peut paraître tellement insurmontable que si la seule solution et la seule réponse, c'est le dépôt de plainte, alors évidemment, c'est tout à fait insuffisant et voilà, ce sont des solutions globales qu'il faut apporter aux victimes, des solutions qui prennent tous les aspects en considération. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent, c'est chiffré par les associations féministes, on sait exactement combien est-ce que ça coûterait. Maintenant, c'est une question de volonté politique. Moi, j'avais une question qui rejoint un peu celle-ci et sur lesquelles, du coup, vous allez pouvoir continuer vos réponses. C'est la question de la folie des femmes. Parce qu'en fait, oui, non, mais je voudrais m'y attarder un tout petit peu parce que celle qui a extrêmement bien décrit ce processus, c'est Sarah Forestier dans son témoignage ici, où elle dit, mais on a essayé de me faire passer pour folle à l'instant même où l'acte s'est produit, c'est-à-dire, ah bah non, on n'a rien vu, ah bah non, tu vas pas déposer plainte, ah bah non... regarde, il y a le technicien qui était à côté, qui a pas vu, enfin qui dit qu'il a pas entendu, qu'il est arrivé juste après, etc. Et après, dans la procédure d'instruction, il y a aussi les expertises psychologiques des femmes qui sont souvent des espèces d'expertises de folie, c'est-à-dire on va chercher chez les femmes qui dénoncent des faits une forme de folie ou d'instabilité psychologique, et on n'est quand même pas loin des sorcières et de l'hystérie, hein, enfin, dans l'imaginaire et dans ce que ça révèle. Et puis surtout après, et ça nous en avons eu énormément de témoignages dans cette commission d'enquête, c'est que toutes les personnes ayant parlé sont considérées comme folles, fragiles et délicates. Et parfois, ce qui leur est proposé en fait par la société, c'est un ensemble de soins là où il y aurait besoin de réparation qui ne soit pas de l'ordre du soin psychologique ou médical. Et donc, ce rapport à... Parce que pour moi, c'est une violence supplémentaire que de les cantonner à une forme d'instabilité permanente. Et ça, tous les témoignages qu'on a eus nous l'ont dit, c'est-à-dire que tous ont eu des répercussions comme ça. À chaque fois qu'elles ont parlé, après, elles ont eu affaire à devoir faire la démonstration qu'elle n'était pas folle. Et en fait, ça, est-ce que vous avez... alors, bon, ça dépasse peut-être un peu le cadre de votre exercice, mais est-ce que vous avez des choses là-dessus, des réflexions à nous livrer? Parce que je pense que ça fait aussi partie de la frayeur qu'on peut ressentir avant des procédures ou avant une prise de parole, avant une dénonciation, que d'être qualifié de cela pour un temps indéterminé. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça se rejoint avec ce que Madame Legrain vous disiez. Je partage aussi également tout à fait votre émotion. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi ce que vous disiez, Madame Rousseau, c'est-à-dire qu'on voudrait dissocier la parole des parlementaires ou des avocates engagées des vécus finalement de la femme en soi. Faut-il séparer la politique de la femme? Alors qu'en réalité, si on arrive à devoir parler de tout ça aujourd'hui, on n'est pas arrivé là par hasard, et nous aussi on a subi le système sexiste tel qu'il existe aujourd'hui, et on nous fait aussi passer pour folles. Je pense que vous le savez sur les réseaux sociaux, le harcèlement en ligne, vous en avez été victime, Madame Rousseau, à de maintes reprises. Et ça, je crois, il n'y a pas une solution magique, mais c'est vrai que le fait de dire qu'il y a une enquête systématique quand on dépose plainte, eh bien, ça limite un petit peu le risque de victimisation secondaire, parce que ça veut dire déjà que le législateur ou la législatrice estime que la parole vaut quelque chose et qu'elle n'est pas quelque chose de dingue, et que donc ça nécessite qu'on ouvre une enquête. Pas qu'on condamne sur la simple parole, mais le fait de dire quand on vient déposer plainte, il y aura une enquête, ça veut dire on ne vous prend pas pour une folle. Peut-être qu'on ne trouvera pas les preuves, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais au moins on vous garantit qu'on les aura cherchées. Et je pense que c'est une des formes de réponse, du coup, de demander des investigations obligatoires à chaque dépôt de plainte. Et ça, il y a un principe juridique, c'est le droit, je pense qu'on peut le rattacher au droit au procès équitable, le droit à une enquête. Donc c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'appelle toujours Convention européenne des droits de l'homme et pas des droits humains, mais bon. Et simplement un mot sur le TSPT, la bonne nouvelle, c'est qu'il est réversible.
Donc aujourd'hui, alors je suis pas biologiste, hein, bien que j'essaie de reprendre des études à la fac de bio en parallèle, justement pour me renseigner là-dessus. Il y a des formidables cursus à distance. Mais de ce que j'ai compris, mais bon, je pense que Muriel Salmona serait bien plus indiquée que moi, la psychiatre, pour vous expliquer ça, c'est que donc le TSPT est réversible, donc les conséquences... Le trauma. L'état de stress post-traumatique. Voilà. Donc les marques que ça peut laisser peuvent disparaître chez certaines femmes, et chez certains hommes aussi, parce que quand on a été victime d'inceste petit, on a souvent des TSPT. Maintenant, ça nécessite effectivement des soins, mais c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où on n'est pas enfermé à vie dans la figure de victime, entre guillemets. Maintenant, parfois, il y a des rechutes, c'est des phénomènes qui peuvent être cycliques, les états de stress et d'état d'hypervigilance qui peuvent revenir même après une thérapie. Mais donc, on pourrait penser, de la même manière qu'on met une avocate ou un avocat en prise en charge par l'État pour les dépôts de plainte, à avoir une ou un psychologue référent spécialisé en troubles de stress post-traumatique qui serait donné, alors à voir si ça rentre dans les enveloppes budgétaires, au moins la première séance en tout cas, quand une victime vient de déposer plainte pour violence, que l'agent de police qui reçoive la plainte dise « Ah bah voilà, bon bah on va vous programmer un rendez-vous avec le ou la psy spécialisée en TSPT pour voir, etc. » Même sans procédure, je dirais, quand quelqu'un vient signaler qu'il y ait cette prise en charge-là. Parce que c'est tellement précieux d'être pris en charge pour son trouble de stress post-traumatique qu'effectivement, c'est quelque chose que la procédure judiciaire en elle-même n'apporte pas, le soin thérapeutique. Évidemment, il faut s'engager dans une procédure, hein, et on voit que ça a été déjà jugé, hein, lorsqu'une femme rentre dans un commissariat, elle est beaucoup moins crédible qu'un homme, et de nombreux États étaient condamnés pour ça, pour ne pas engager de procédure lorsque c'est une femme qui rentre dans un commissariat. Mais je crois qu'il faut aussi... on parle de la formation des magistrats, des policiers. Alors, la formation des experts... c'est quand même le b.a.-ba aussi de l'histoire, l'expertise, qu'elle soit d'ailleurs pour l'agresseur, pour la victime. Et on voit des choses incroyables, même des procédures pour agression sexuelle ou pour violence conjugale contre des experts. Et j'en ai aussi. Donc, qui se cache derrière ces personnages? Il faut non seulement, effectivement, peut-être un DU, enfin une spécialisation, mais une expertise de psy, de l'expert psy. En tous les cas, passer devant un collège d'experts et pas laisser entre les mains de n'importe qui. On voit le nombre de psy, on va voir la fameuse affaire du chirurgien qui a violé... voilà. Donc, qui est dans le soin, qui est psy, c'est ce que disait Freud, même s'il avait lu aussi ses travers d'ailleurs, c'est que dans un amphithéâtre, il y en a un qui sera un vrai psy et les autres viennent soigner leurs troubles. Voilà. Donc, quand on a des retours de ce qu'était l'expertise psychiatrique, et maintenant on voit certaines femmes qui enregistrent, donc c'est interdit, hein, mais qui vont enregistrer l'expertise psy et qui me font écouter ce qu'a dit l'expert. Mais c'est incroyable. Comme il y a des Wikileaks et tout ça, il faudrait qu'il y ait des expertises leaks, je ne sais pas comment on peut les appeler, parce que les jours où les femmes sortiront les expertises de leur dossier médical, je pense qu'on se rendra compte de la misogynie dans laquelle elles se débattent pour essayer d'obtenir justice. Parce que les expertises de psy, en tout cas celles qui m'ont été données à lire, sont d'une misogynie, mais alors... vraiment indigne d'un pays supposément c'est incroyable de personnes qui ont fait 10 ans d'études. On se dit, mais comment est-ce possible, quoi, voilà. Et même d'ailleurs, on parle des psys, mais les médecins qui sont pas forcément psy, hein, mais qui parfois sont aussi... c'est un corps aussi qui porte sa misogynie et que l'on doit vraiment aussi dénoncer, alors que ce soit les psys ou celui qui va faire l'examen et qui... va reprendre certains propos et pas d'autres, dans le choix de ce qui est fait dans le mini-rapport. Tout ça, c'est vraiment empreint de misogynie, de sexisme, voilà. Donc là aussi, c'est extrêmement présent, fort, et on le sait, oui. On le voit. D'autant plus, il me semble que ces expertises, si elles étaient bien menées, sont... quelque chose qui protège énormément tous les acteurs qui protège surtout la plaignante, c'est-à-dire que quand vous avez une expertise bien faite et qui dit que la personne est quelqu'un de parfaitement
sans aucune pathologie, qui va très bien et qui est très forte, et que, vous voyez, se faire traiter de folle après, ou avoir une vision d'un avocat qui essaierait de la déstabiliser, l'expertise, si elle est bien faite, a son importance, il me semble. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, ce n'est pas exactement le sujet de la commission d'enquête, mais c'est des sujets sur lesquels on pourra poser des interrogations quand même. C'est vrai que c'est un peu connexe à la commission d'enquête, mais une des choses qui m'a beaucoup frappée dans les enquêtes psychologiques de femmes que j'ai pu, encore une fois, pour lesquelles elles m'ont suffisamment fait confiance pour me les transmettre, c'est la question de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on reproche aux femmes d'être intelligentes ou de ne pas l'être. C'est-à-dire que soit elles sont intelligentes et alors elles ont pu fomenter une espèce de complot au cœur duquel, voilà, soit elles ne le sont pas et alors, voilà, c'est quelque part, c'était presque lui rendre service voilà. Et ça rejoint quand même un peu notre commission d'enquête au sens où moi je trouve que on a eu le débat avec Maria Schneider et le dernier Tango à Paris dans l'audition juste avant, où quand on lit tout ce qui a été dit sur ce film et sur Maria Schneider, eh bien on lui dénie tout talent. C'est-à-dire que en fait, alors là pour la première fois ils ont reconnu qu'elle avait un talent, mais souvent en tous les cas dans les interviews on dit d'elle que et c'est Bertolucci lui-même qui dit je voulais pas qu'elle joue parce que supposément elle aurait mal joué, je voulais qu'elle vive l'humiliation et on demande jamais ça à un homme. Et donc en fait ça rejoint sur la place de quelle est la personne humaine qu'est la femme et quel est son respect dans cette société. Et je pense que ce qu'on a eu comme témoignage sur les tournages où les femmes ne sont pas respectées sur les tournages, leur corps n'est pas respecté, leur volonté n'est pas respectée, leur intimité n'est pas respectée. En fait, tout cela rentre dans un même récit et dans une même construction sociale de fragilisation. Et à mon sens, vous pouvez mettre en face de ça, de ce constat, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le sentiment absolument de légitimité parfaite de celui qui ne respecte pas à franchir toutes les limites, parce que son statut l'y autorise, y compris son statut de créateur qui viendrait légitimer l'acte violent comme un processus créatif légitime, mais ça se retrouve dans les familles, et ça se retrouve dans le couple, et encore une fois, ça se retrouve dans tous les lieux d'exercice du pouvoir. J'avais juste une toute petite suggestion à vous faire sur la question de la folie des femmes. Il y a une mesure simple qu'on peut imaginer. En tout cas, il y a plusieurs pays qui l'ont adopté en législature, qui est la question de l'investigation sur la sexualité des femmes. Parce qu'on voit à quel point les femmes peuvent avoir peur de ce que leur propre passé, leurs propres aventures amoureuses, sexuelles, soient investiguées et soient portées finalement comme un argument à leur encontre. Moi, je me rappelle d'un juge d'instruction, il y a quelques années déjà, qui m'avait dit « Si votre cliente refuse la correctionnalisation du dossier de viol, alors je vais faire entendre tous ses anciens amants pour voir de qui il s'agit. » Et j'étais jeune avocate, aujourd'hui j'aurais une réponse différente. Mais vous voyez, cette idée, cette interdiction d'investiguer sur le passé sexuel des victimes, de la même manière qu'on fait passer les femmes pour folles, on les fait passer pour légères ou pour nymphomanes, à supposer que ce terme recouvre une réalité, et donc ça vient toujours avec le même but, discréditer, délégitimer leurs paroles. Et moi je crois que le législateur, il doit prendre soin de cette parole-là, qui est fragile, qui est précaire, qui est produit aussi, on l'a dit, sa violence, et il faut non pas l'ériger en preuve, et à chaque fois je suis très, très attentive à ce que mes propos ne soient pas dévoyés à cet égard, mais il faut la protéger. La Nouvelle-Zélande qui interdit absolument le fait d'avoir dans le dossier, pour des cas de viol ou d'agression sexuelle, des mentions des précédentes aventures sexuelles ou amitiés ou des personnes. D'où finalement la nécessité d'avoir un avocat, puisque moi j'invite mes clientes à ne pas exposer leur vie privée. Voilà. Donc elles se taisent là-dessus, parce que évidemment les policiers adorent poser ces questions-là. Hein, donc les questions qui sont supposées discréditer, alors ils y vont. Donc moi je dis non. Et si on est là, effectivement, on peut dire non, c'est pas une question. Voilà. Donc tout se tient. Parce que c'est un sujet qui est pour le coup
centrale dans toutes les interrogations qu'on a. C'est sur la question de l'emprise qui dépasse le cinéma, évidemment, mais qui a un volet un peu particulier dans le cinéma, monde de la culture, par rapport, et c'est encore un autre sujet, donc on est dans des effets de tiroir, là, sur la toute-puissance de l'auteur et la puissance de l'acte créatif. Voilà. Sur l'emprise, aujourd'hui, vous l'avez dit, il est très peu dans notre code, vous avez cité le code civil. Est-ce que sur ces sujets-là, on n'aurait pas des approfondissements à faire dans le code pénal sur l'emprise? Comment on pourrait le définir avec toute cette difficulté de la définition de l'emprise? C'est un phénomène protéiforme, complexe, mais on a réussi sur d'autres sujets à avancer. Donc comment on pourrait avancer sur cette question qui serait un complément, à mon sens, très utile sur la qualification du viol et des viols. Il y a quelque chose de l'ordre d'une avancée si on arrivait à le faire, je crois. Un élément de réponse, il faudrait que je réfléchisse plus à votre question qui est très pertinente, parce qu'il faut toujours être très précautionneux sur les mécanismes de codification. Et autant moi je plaide pour l'utilisation d'un vocabulaire dans les prétoires, c'est-à-dire que dans les prétoires je parle de féminicide, je parle d'emprise. Est-ce que ça doit être transposé dans la loi? J'en sais rien. Mais vous savez, le simple fait d'utiliser, je me rappelle la première fois que j'ai utilisé féminicide dans un prétoire, je me suis fait recevoir vertement en me disant mais c'est pas du droit positif, ça n'existe pas, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne et ça nous permet encore une fois de savoir de quoi on parle. Sur la question de l'emprise, peut-être une réserve, une interrogation en tout cas. Je suis toujours hésitante lorsqu'il s'agit de venir définir quelque chose qui est ressenti et subi par la victime. Je suis plus à l'aise lorsque l'on codifie sur des comportements et des actes positifs menés par les auteurs. Et vous savez, c'est une réflexion qu'on a eue aussi sur la question du consentement dans le viol. Les hésitations, elles procèdent exactement de la même logique. Alors moi, je suis favorable à une vraie réflexion sur le contrôle coercitif, qui est le pendant de l'emprise, c'est-à-dire qui sont tous les actes posés et voulus par l'auteur avec un dessein concerté qui est celui de maintenir la victime sous emprise. Et là, on peut distinguer, et vous parlez de la juridiction d'appel de Poitiers, de Gwenola Jolicose. Gwenola Jolicose, dans sa juridiction, elle a rendu plusieurs décisions dans son ancienne juridiction, parce qu'elle a pris le large. Dans son ancienne juridiction, elle a défini précisément, à partir de dossiers qui lui étaient donnés à connaître, ce qu'est le contrôle coercitif, et c'est rentré en jurisprudence, et ça me sert tous les jours. Donc je crois que l'attention du législateur devrait peut-être davantage se tourner sur cette notion-là, plutôt que sur celle de l'emprise. Merci beaucoup, mesdames, pour cette audition. Merci d'avoir fait le trajet. Merci d'avoir donné de votre temps. Et la commission d'enquête a lieu jusqu'à avril, date de remise du rapport. Et d'ici là, si nous avons des questions complémentaires, nous reviendrons vers vous par écrit. Et inversement, si vous avez des choses à nous envoyer, n'hésitez surtout pas. Nous sommes évidemment à votre écoute. Encore merci.